même si vous n'avez eu aucun incident de paiement, je vous garantis que la banque, elle va dégainer. Si elle voit que vous avez plusieurs prêts et que vous lui avez menti, elle dégaine et elle va vous demander le remboursement. Je vais vous parler de la procédure après. Bonjour les polyinvestisseurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous parler des prêts croisés. Les prêts croisés, c'est quoi? Eh bien, c'est Luc qui va vous expliquer. Comme ça, moi, je ne fous rien. Et donc, non, plus sérieusement, l'idée de la vidéo, c'est de vous donner beaucoup d'informations sur cette pratique qu'on voit malheureusement encore beaucoup trop souvent et qui consiste en fait à faire plusieurs prêts en même temps auprès de plusieurs banques tout en cachant aux différentes banques eh bien, que vous êtes en train de faire des démarches similaires à côté à la concurrence. Donc, c'est l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, même si j'ai un petit peu répondu à la question, Luc, est-ce qu'en préambule, tu peux détailler ce que sont les prêts croisés? Oui, complètement. Alors, déjà, pour recontextualiser, il me semblait qu'aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs années ça qu'on en parle, cette mode-là était passée. C'est que toutes les personnes formateurs ou pseudo-formateurs qui proposaient ces techniques-là, elles étaient démasquées et que les personnes avaient finalement arrêté de faire ce genre de technique-là parce qu'elles s'étaient rendues compte du risque. Il se trouve que encore récemment, sur des événements, on a entendu sur des conférences des formateurs proposer ça. Et c'est ce qui nous a conduit en fait à refaire cette vidéo pour vous donner tous les tenants et tous les aboutissants de ce genre de pratique-là. Alors, qu'est-ce que c'est finalement un prêt croisé ou des prêts croisés? Imaginez que vous ayez un projet A, un projet d'investissement immobilier qu'on va nommer A. Vous alliez voir une banque A aussi. Et puis, dans le même temps, vous trouvez un autre projet, un projet B. Ce projet B-là, eh bien, vous allez aller voir une banque B pour réaliser également cet investissement. Et à cette banque B, vous n'allez pas lui dire que vous êtes en train de signer pour un projet A. Et ça, les personnes qui font ce genre de pratique-là vont le répéter en même temps avec un projet C, une banque C, un projet D, une banque D, et ainsi de suite. Ce qui va se produire, eh bien, c'est que comme elles ont caché à la banque des encours de prêt et donc des mensualités, eh bien, elles vont cacher finalement un passif qui va empêcher la banque de mesurer le risque auquel elle s'expose dans le cadre de prêter de l'argent. Et donc, ça va conduire à mettre en péril à la fois la banque en termes de risque, mais surtout l'investisseur en termes de conséquences. Voilà, je pense que j'ai répondu à la première question de savoir qu'est-ce qu'étaient les prêts croisés. Donc pour résumer, c'est un investisseur qui cache aux banques plusieurs prêts simultanément de manière volontaire, de manière à avoir des financements simultanés par différentes banques en même temps et du coup lever plusieurs millions en quelques mois. C'est pour ça que parfois sur Internet, vous vous posez la question, mais comment a-t-il fait à 26 ans pour avoir 80 biens immobiliers? Comment a-t-il fait à 23 ans pour avoir en un an 20 biens immobiliers? Bien, je vous le dis, c'est souvent les techniques qui sont employées. Et quand je vous dis souvent, c'est 100% du temps. Ok, donc déjà c'est beaucoup plus clair. Alors, puisque tu parles de technique, est-ce que tu peux nous dire avec plus de précision quelles sont les techniques que tu as déjà vues et surtout où les personnes se sont faites prendre? Deux choses. Les techniques que je vois le plus souvent, et c'est marrant que tu en parles, parce que j'en croise des formateurs avec qui je discute, j'en ai croisé un aux États-Unis, très gentil ceci dit, j'en croise avec qui je discute, et la première erreur, c'est que souvent ils pensent qu'ils sont compétents dans le domaine bancaire. Faux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais travaillé dedans et qu'ils se disent « Ah mais oui, mais je connais les techniques parce que je suis un investisseur, et ainsi de suite. » Faux. Ils ne connaissent pas le code monétaire et financier, ils ne connaissent pas le code de la consommation. Et systématiquement, quand je discute avec eux, bien, c'est ce que je me rends compte. Je vais vous partager quelques-unes des techniques, j'ai envie de dire basiques, qu'ils utilisent et qu'ils proposent aux personnes. Et puis, je vais vous donner des techniques un petit peu plus élaborées. Mais rassurez-vous, dans tous les cas, ils se font prendre. C'est une question de temps. Voilà, donc on joue avec le feu. Première technique, bien c'est simple, c'est j'achète en nom propre, je vais voir la banque A avec un projet A, je vais voir la banque B avec un projet B et ainsi de suite. Indétectable par la banque tant que je n'ai pas mon avis d'imposition ou tant que je n'ai pas de liasse fiscale, puisque mes revenus locatifs ou mes déficits ne vont pas apparaître sur mon avis d'imposition. Donc, ça fonctionne. Difficulté, eh bien, c'est que dans le temps, la banque peut être amenée à contrôler directement sur Internet, elle n'a même pas besoin de vous, votre avis d'imposition, ou elle peut vous demander des éléments.
Et évidemment, hein, vous pouvez vous refuser de lui transmettre ces éléments-là, mais ça va la conduire à mener une enquête sur vous, ou à diligenter une enquête plus exactement sur vous, parce que ce n'est pas la banque qui le fait directement. Donc ça, première technique, j'ai envie de dire, de base. Ensuite, les personnes ont voulu aller un petit peu plus loin. Elles se sont dit, mais si ça apparaît sur mon avis d'imposition, alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer une société à l'IS, comme ça il y a une opacité fiscale, voilà, donc ça peut être une SCI à l'IS, et je vais emprunter avec cette SCI-là. Comme ça, eh bien, la banque ne pourra jamais voir que j'ai des prêts, ça n'apparaîtra jamais sur aucun de mes avis d'imposition. Je vais vous expliquer après comment ils se font prendre avec cette technique. C'est que la banque, déjà, vous pouvez le faire, hein. Vous allez sur Infogreffe, vous tapez le prénom et le nom, et tous les dirigeants sortent. Donc si vous êtes dirigeant de la société, eh bien vous vous faites prendre systématiquement. D'ailleurs, il y a un avocat fiscaliste qui se pavanait en fait d'avoir la technique, qui avait levé plusieurs millions et qui est tombé. Avec cette technique, justement. Et puis après, ils se sont dit, on va aller encore plus loin. Vu que eh bien, ce sont les dirigeants qui se font prendre, alors auquel cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en minoritaire. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y a la clause des bénéficiaires effectifs. Si vous avez des parts supérieures à 25% dans une société, vous ressortez. Donc après, ils se sont dit, on va se mettre minoritaire, alors on va se mettre en dessous des 25%. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans les banques, en fait, il y a des outils spécifiques que les conseillers professionnels ont pour interroger tous les associés qui sont dans une société. Donc, ils découvriraient a fortiori les parts que vous avez dans une société et possiblement les actes de caution. Mais même si vous n'aviez pas d'acte de caution, et même si la société dans laquelle vous êtes actionnaire n'avait pas de crédit, ça constitue un actif ou est un passif. Et donc, vous êtes en danger. L'idée, c'est pas de vous faire la liste de tout ce qui existe, hein. Il y a encore des solutions où les personnes font emprunter des sociétés et c'est une holding qui détient les sociétés en dessous et qui elle-même, ces sociétés en dessous, empruntent. Voilà. Je vous partage tout ça parce que je vous le dis, ce n'est pas la peine d'aller acheter des formations ou des coachings qui vous mettent en danger pour ces techniques-là qui, en fait, bien, je viens de vous les dévoiler. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de payer. Voilà. Et au moins, vous choisirez de vous mettre en danger ou pas. Voilà, donc ça, c'est le genre de technique qui existe et je vous donne quelques moyens pour illustrer tout simplement quand les personnes se font prendre, sur quelle base. L'idée, c'est pas que je vous donne tout, parce que je ne veux pas que ces coachs-là continuent à proliférer ce type de formation-là. Et je vais vous donner une autre information. J'interviens à titre personnel avec les banques pour donner des conseils et des observations sur certains dossiers. Donc, je vous le dis, je connais extrêmement bien le sujet. Toutes les personnes qui se présentent comme coach ou formateur et qui vous proposent de faire des prêts croisés, fuyez-les. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'est clair. Je pense que je ne peux pas être plus clair. C'est clair, effectivement. Ok. Surtout, il y a autre chose, juste pour finir sur ça. Pour développer son patrimoine immobilier, vous n'avez pas besoin de ça. Ça aussi, c'est quelque chose que je dis maintenant, mais l'idée, c'est que les personnes qui font ça, soit ne connaissent pas, et c'est pas de leur faute, elles se sont fait leurrer par les formateurs ou les coachs. Bah, malheureusement, ça rejoint les vendeurs de rêves. C'est triste, c'est comme ça. Ou alors, les personnes, elles se sont dit, non, en fait, il n'y a pas de risque, on va le voir certainement après. Mais si vous développez votre patrimoine, nous, dans le cadre des accompagnements, c'est pas idiot de se dire qu'on va faire un projet par an. Un projet, ça peut être une maison, un appartement, un mini-immeuble. Mais vous construisez votre patrimoine de manière solide, mesurée, raisonnée, avec un partenariat, une banque. Et dans le cadre de ce partenariat-là, eh bien, imaginez même que vous fassiez des petits immeubles de rapport. Je prends des immeubles de rapport, mais ça pourrait être des biens bien moins importants. Vous en faites un immeuble de rapport qui a 3 biens. Si vous en faites un par an, au bout de 5 ans, vous avez 15 biens. Ce qui ne semble pas être délirant. Et vous voyez, on ne dit pas qu'il faut s'arrêter à 5 ans. On ne dit pas qu'il faut faire des immeubles de 3 appartements. Mais si vous prenez le temps, vous allez construire quelque chose de solide. J'ai également vu plusieurs personnes qui se sont ramassés parce que emprunter pour plusieurs biens immobiliers et gérer plusieurs biens immobiliers en même temps, suffit que vous preniez les pieds dans le tapis une fois, c'est fini. Voilà. Donc c'est fini, c'est l'immobilier pour vous, c'est fini, mais le développement de votre patrimoine, c'est fini. J'ai vu des séparations, des divorces qui étaient en lien avec ça. Vous savez, des fois dans le couple, il y en a un qui est plus réticent que l'autre se lance quand même, il embarque tout le monde dans sa chute,
c'est dramatique. Voilà, je ne veux pas me faire plus alarmiste que cela, mais c'est important quand même qu'on attire l'attention sur le fait que c'est possible de développer son patrimoine, sans utiliser ce type de technique-là. Encore faut-il être sérieux et patient. Ok, et du coup, par rapport à ces formateurs, par rapport à ces personnes qui préconisent des prêts croisés, quels sont, parce que tu viens de parler un petit peu des conséquences, quels sont les arguments que tu peux entendre, alors moi je les connais, mais c'est plus pour les gens qui nous regardent, que tu peux entendre, qu'on peut entendre, si tu peux les rappeler au sujet notamment des risques ou des non-risques qu'ils peuvent mettre en avant. Oui, complètement. Ça aussi, c'est important qu'on en parle parce que souvent, quand les personnes après entendent ça, les formateurs ou les coachs, qui prétendent être ainsi, ils disent mais non, mais ils connaissent rien ceux qui disent ça. En fait, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et je vais vous dire les arguments. Je vais vous partager les arguments qui reviennent le plus souvent. Tant qu'il n'y a pas d'incident de paiement, pourquoi la banque va vous demander de rembourser le prêt? Déjà, quand on dit ça, c'est qu'on ne connaît pas le système bancaire. C'est comme dans le cadre de la cavalerie. La banque part du principe que si elle découvre le poteau rose avant les autres, elle a plus de chances de se faire rembourser. Donc, même si vous n'avez eu aucun incident de paiement, je vous garantis que la banque, elle va dégainer. Si elle voit que vous avez plusieurs prêts et que vous lui avez menti, elle dégaine et elle va vous demander le remboursement. Je vais vous parler de la procédure après. D'ailleurs, c'est aussi intéressant parce que les quelques coachs ou formateurs avec qui j'ai discuté, il y en a qui ne savaient pas, donc qui étaient en pleine incompétence. Et donc, quand ils ont découvert qu'en fait, ce qu'ils proposaient, c'était illégal, ils étaient un peu mal. Et je leur ai dit, mais est-ce que du coup, tu vas continuer à proposer ça maintenant que tu le sais? Ah oui, c'est mon business model. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ont continué en sachant que c'était dramatique. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand il y en a avec qui j'avais un débat et qui me soutenaient mordicus, après, ils ne connaissent pas la loi. Là, on va vous partager les textes de loi, comme d'habitude. Ce qu'on vous dit, c'est sourcé, ça sera sur la vidéo. Vous pouvez aller cliquer, tout est officiel. Et comme ça, vous pourrez le partager si vous les rencontrez. Quand il y a des personnes que je rencontrais, je disais, si tu es si convaincu que c'est autorisé, tu as zéro risque, eh bien, viens, nous appelons ensemble ta banque, tes banques, et on leur dit que tu leur as menti et que tu avais plusieurs prêts. Oh, il n'y en a aucun qui a accepté. Aucun. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est que soit ils savent que c'est illégal et ils le proposent, soit ils savent que c'est illégal, mais alors ils ne l'appliquent pas pour eux, ou alors ils le cachent aux personnes à qui ils font prendre des risques. Pour revenir sur ce que tu posais comme question, Julien, sur le fait du coup des arguments qui reviennent le plus, du coup c'est bon. S'il n'y a pas d'incident de paiement, d'accord, il n'y aura aucun problème. Si vous remboursez les prêts dans l'intégralité, il n'y aura aucun problème. Je n'ai jamais non plus menti à la banque parce que quand j'ai signé le prêt A, je n'avais pas encore signé le prêt B. Ah, celui-là, on l'entend souvent. Ouais. Et quand j'ai signé le prêt B, quand j'avais fait ma demande de prêt à la banque B, pour le projet B, d'accord, à ce moment-là, je n'avais pas signé le projet A. Donc, je ne lui ai pas menti. Techniquement, je n'ai pas menti, ouais. Ça ne tient pas une seconde. Une seconde. Pourquoi? Parce que vous étiez au courant. Et quand vous avez signé l'offre de prêt, enfin l'acte, c'est pas l'offre de prêt, c'est l'acte authentique chez le notaire, eh bien, vous étiez en connaissance, d'accord, d'avoir accepté une offre de prêt. Donc, ce serait de la mauvaise foi caractérisée et il n'y a pas l'ombre d'un doute que vous seriez condamné. Maintenant, il faut donc rappeler, ça c'est souvent ce qui vient. Donc, si j'ai pas d'incident de paiement, tout va bien se passer. Quels sont les moyens que la banque aurait finalement de découvrir que j'ai caché des prêts? On vous en a partagé quelques-unes des techniques, mais il y en a plein. Il y en a plein. Même des techniques qui ne sont pas officielles, mais qui malheureusement arrivent. Quand j'étais conseiller bancaire, je discute avec mes homologues des autres banques. On parle des différents clients. Malheur à vous si les banques entre elles, alors oui, il y a le secret professionnel, bien sûr, ça ne sera jamais mis en avant, mais on discute ensemble. Ah, monsieur Dupont, toi aussi, tu as monsieur Dupont et tout. Ah bah oui, il a fait un prêt chez moi. Ah bah, chez moi aussi, il a fait un prêt. Fini, fin de l'histoire. C'est aussi une des possibilités. C'est-à-dire que tout ce que ils n'ont pas besoin de ça. Hein. La plupart des banques, je vous le dis, ils peuvent juste sur les éléments ou même sur les relevés de compte bancaires. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais on ne leur donne pas les relevés de compte bancaires sur lesquels on a des prêts, ou alors, il n'y a pas d'échéance de prêts qui sont passées pour l'instant dessus parce que je ne suis pas encore en phase de déblocage de fonds. Non, mais rassurez-vous, les banques peuvent le voir. Et un jour, en plus, ça va arriver, puisque la loi Hamon qui avait essayé de faire passer la transparence au niveau des encours de prêts pour prémunir les personnes qui avaient des tendances, des comportements comme les joueurs d'emprunteurs pour éviter d'être surendettés. Donc,
Pour l'instant, ça a été botté en touche, mais à un moment donné, ça passera. Et donc, tout sera révélé. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, parce que quand vous choisissez cette voie-là, l'épée de Damoclès, elle est sur votre tête pendant toute la durée du prêt. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Voilà, donc ça, c'est la plupart des arguments qui reviennent. Mais mettez-nous, si vous en avez d'autres, dans les commentaires, des arguments que vous avez déjà entendus ou que vous pensez qui sont justes et qui fonctionneraient. Mettez-les nous sous les commentaires et on répondra. Mais vous verrez, des techniques. Alors, je vous le dis dans les commentaires, je ne vais pas vous dire à chaque fois comment les banques font pour voir. Je vous dis, c'est possible. Après, bien, je vous partagerai les techniques plus ou moins, mais le but, c'est pas d'éduquer la communauté à comment faire pour éviter de se faire prendre. C'est pas notre leitmotiv avec Julien. Dernier point, et ça, j'insiste, parce que encore une fois, les personnes se pensent intelligentes. Les personnes qui préconisent ça. Elles mettent en place dans leur formation des systèmes de garantie pour pas que les banques puissent découvrir que vous avez emprunté dans différentes banques. Par exemple, si vous faites le crédit logement avec un emprunt dans la banque A, le crédit logement travaille avec toutes les banques, quasiment. Donc si vous faites un autre prêt dans une autre banque en prenant le crédit logement, eh bien évidemment, le crédit logement va signaler à la banque que vous avez déjà des prêts en cours. Donc ces personnes-là préconisent de dire, non, ne prenez pas le crédit logement, prenez soit une garantie réelle, hypothèque IPPD, ou alors une garantie, un acte de caution du groupe. Par exemple, pour rappel, le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais ont le même organisme de caution, la CAMCA. Donc si vous allez faire un prêt au Crédit Lyonnais, que vous prenez la CAMCA et que vous allez faire un prêt au LCL et que vous prenez la CAMCA, eh bien forcément, la banque va être informée. Donc, ils ont été plus loin et ils se sont dit, il ne faut faire que des prêts, soit sur l'hypothèque ou l'IPPD, ou alors faire attention que quand on aille dans les banques pour faire un emprunt, que ça ne soit pas des organismes de caution qui soient mutuels aux deux entités ou à plusieurs entités. D'accord ? C'est une technique, ça vous évitera de la payer si vous la proposez. C'est concrètement ce qu'ils proposent. Ils vous disent, voilà, faites attention aux garanties proposées par les banques. D'accord ? Et cacher les éléments. Et je te propose même, on les a vus passer, ces tableaux avec toutes les enseignes bancaires, avec tous les organismes de cautionnement. On les a récupérés. Je pense qu'on pourra les afficher à l'écran juste pour que les gens voient de quoi on parle. Ces trucs-là qui tournent. Et ça ne tourne pas que dans les formations en question. On l'a vu aussi passer sur X groupes Facebook, de réseaux sociaux divers et variés. Donc voilà, au moins c'est dit concernant cet aspect-là, quoi. Exact. Donc voilà, ça déjà, ça vous resitue le contexte de qu'est-ce que sont les prêts croisés, comment ça fonctionne. Il y a un risque de se faire prendre qui est très fort, qui est très fort parce que pour plein de raisons différentes que vous ne maîtrisez pas et que les formateurs et les coachs, je vous les garantis, je les connais quasiment tous, au moins de visu, d'accord ? Ce n'est pas sérieux. Voilà, je vous le dis, si c'était sérieux et que ça faisait partie du système bancaire, vous vous doutez bien que de par mon expérience et de par ce que je propose, on l'aurait déjà intégré depuis très longtemps. La seule chose, c'est que c'est illégal. Je vous rappelle que vous avez un contrat qui est signé avec la banque et que dans le cadre de ce contrat-là, donc les offres de prêt, il y a une clause qu'on appelle la déchéance de prêt. On va en reparler un petit peu après, d'accord ? Et que ça, légalement, d'accord, c'est inscrit dans le code de la consommation, dans la section crédit immobilier. Ça sera, on vous mettra les liens sous la vidéo, de manière à ce que vous soyez au courant. Je veux vous dire aussi quelque chose, parce que souvent les personnes disent oui, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est déjà fait contrôler, rattraper, où il y a une déchéance de prêt ? Oui, j'en connais des dizaines. Quand j'étais dans la banque, et également en tant qu'accompagnant, parce que j'ai ramassé des familles à la petite cuillère qui s'étaient fait prendre. Donc, des dizaines. Maintenant, sous la vidéo, avec Julien, nous vous avons mis un lien d'un jugement de la Cour de cassation qui date du 9 janvier 2019. Dedans, je vous invite à le lire, ils reprennent toute la situation. Crédit du Nord qui a attaqué un emprunteur qui n'avait pas eu un incident de paiement. Le Crédit du Nord a demandé la déchéance du terme, donc le remboursement du prêt, et des intérêts sur la déchéance du prêt parce que l'emprunteur avait menti. Qu'est-ce que l'emprunteur a fait pour se défendre ? Ce n'est pas de ma faute, c'est la banque. Elle aurait dû creuser davantage les informations, d'accord, pour se rendre compte de la supercherie.
eh bien, je vous laisse imaginer que la Cour de cassation a découpé l'emprunteur et l'a condamné à ses dépens à tous les frais. Donc ça, pareil, c'est sous la vidéo, hein, c'est pas Julien et moi qui l'inventons ou qui le disons, c'est un jugement de la Cour de cassation qui est existant et qui est connu, hein, d'ailleurs pour des personnes qui s'intéressent à cela. Et en plus, la personne a eu de la chance parce que elle aurait pu, en fonction de ce qui a été proposé, rentrer dans la case des faux et usage de faux avec une condamnation, d'accord, de 45 000 € et 3 ans d'emprisonnement. Ça ne portait pas sur les justificatifs d'identité, mais ça aurait pu en plus rentrer dedans. Parce que la banque, elle vous demande de faire une déclaration de votre passif, hein, actif et passif. Elle vous demande si vous avez des prêts en cours. Et donc, si elle peut prouver, et elle pourra le prouver, qu'à un moment, quand elle vous a remis la demande de prêt, il y avait une liste de documents justificatifs, et que vous ne lui avez pas remis l'intégralité ou l'intention avant que vous signiez l'acte authentique chez le notaire, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, c'est certain que les personnes qui ont fait ça, elles n'ont aucune chance. On vous laisse lire hein, si vous voulez, mais la synthèse de toute manière, c'est qu'à la fin, l'emprunteur s'est fait complètement condamner. Voilà, donc ça, c'est deux choses qui sont intéressantes. Le lien du code de la consommation par rapport au faux et usage de faux, enfin c'est le code pénal, pardon. Le code de la consommation qui concerne, je vais vous le lire d'ailleurs, parce qu'il y a l'article L313-51 qu'on vous remet sur la vidéo, et qui concerne la déchéance du terme dans le cadre des offres de prêt. Et la banque, il y a un paragraphe dans vos offres de prêt qu'elle renseigne systématiquement. Je vous lis rapidement le paragraphe qui est dans le cadre du code de la consommation. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, quand la banque en fait demande tout simplement à arrêter le contrat de prêt, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, donc c'est-à-dire en plus, hein, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1, ne peut excéder un montant qui dépend de la durée restant à quoi. Voilà. Donc concrètement, l'article il dit quoi? Il dit si l'emprunteur n'a pas respecté ses engagements, eh bien la banque peut demander, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. C'est marqué dans les offres de prêt, c'est marqué dans la loi. Et comment ça se passe concrètement en termes de procédure? C'est très simple. Et ça aussi, ça peut être un bon test si vous discutez avec les coachs ou les formateurs qui proposeraient ce type d'accompagnement-là. La banque va envoyer une mise en demeure en courrier recommandé à votre adresse, la première banque qui va découvrir. Vous allez recevoir cette mise en demeure. Cette mise en demeure, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Vous avez 15 jours pour rembourser votre prêt sur la base de ces éléments-là. Une fois que ça va être fait, vous vous doutez bien que votre bien immobilier, a priori, ça va être compliqué de le vendre en 15 jours. Au bout des 15 jours, à moins que quelqu'un vous ait prêté de l'argent ou que vous ayez des liquidités, c'est une possibilité. Mais admettons que ce soit un encours de prêt sur lequel il reste 300 000 €, vous devez mettre 300 000 € sur votre compte. S'il n'y a pas l'argent, ou qu'il y ait l'argent, la banque va présenter l'échéance. Donc si le prêt est de 300 000 €, vous avez un débit de 300 000 € qui se présente sur votre compte. A priori, vous n'avez pas l'argent, ce qui constitue un incident de paiement. L'incident de paiement eh bien, remonte au fichier central de la Banque de France, au fichier des incidents de paiement de la Banque de France. Et donc, ça rebondit et toutes les banques sont informées. Parce que quand vous avez un fichage, toutes les banques reçoivent l'information. Et là, c'est l'effet domino. Hein. C'est-à-dire qu'un des biens contamine l'ensemble des banques qui sont informées et qui comprennent très vite qu'est-ce qui se passe quand vous avez un refus de prêt pour 300 000 €. Enfin, un incident de paiement pour 300 000 €, 200 000 €, 100 000 €. Et donc, à leur tour, ils sortent leur fusil et ils dégainent. Et c'est ce que je vous dis que j'ai constaté plusieurs fois. Si vous avez de la chance, vous revendez les biens sans avoir perdu de l'argent parce que vous aviez fait une super bonne négo et vous remboursez les prêts au fur et à mesure. Mais si le marché s'est dévalué ou que vous n'arrivez pas à revendre les biens parce qu'il y avait des travaux, ou peu importe les raisons, c'est fini. Hein. Je vous le dis, c'est la clé sous la porte. Vous allez manger des pâtes pendant quelques temps. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la question de Julien. Ok. Bon, du coup, tu as répondu à plusieurs des questions que j'avais en tête, donc ce qui est très bien. Maintenant, on va parler un petit peu justement des personnes, puis on va essayer aussi d'apporter des solutions pour les personnes qui seraient tombées dans ce genre de pratique. Déjà, mais je pense que j'ai ma réponse concernant les formateurs ou coachs qui font la promotion officielle ou officieuse de ce genre de technique. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Est-ce qu'ils sont plutôt des fous? Est-ce qu'ils sont plutôt des gens qui ont des grosses
ce que je pense, ou est-ce que c'est sérieux? Enfin, voilà, c'est quoi ton avis dessus en fait? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'évite moi de porter des jugements. Et je sais que toi aussi d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, juste pour compléter, souvent, tu vois, on a l'impression que ces gens sont malhonnêtes et qu'ils disent ça, genre, voilà, ils savent que c'est pas éthique, pas légal, tout ce que tu veux, mais ils vont quand même le proposer parce que leur seul objectif, c'est de vendre, de faire de l'argent. Et on sait aussi, par expérience maintenant, qu'il y a des gens qui en parlent, mais en méconnaissance. Donc, en fait, ils sont de toute bonne foi, mais c'est juste qu'ils ne savent pas tout ce que tu viens Ils sont d'expliquer, quoi. incompétents. Voilà. Ils sont incompétents. Oui. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que je me garde de jugement. Mais quand même, il y a deux choses. Pour moi, quand on se met dans une position d'expert, de formateur, de coach, je considère qu'on a plus de connaissances et qu'on a creusé notre sujet, qu'on l'a préparé, de manière à ne pas vendre du rêve à des personnes qui souhaiteraient investir, parce qu'il faut se rappeler quand même que les investisseurs, la plupart du temps, c'est pas un monde qu'ils connaissent. Ils cherchent de l'information, ils cherchent à investir de la meilleure manière possible et ils essaient de faire confiance à des personnes. À un moment donné, ils font confiance à une personne et ils se disent c'est bon, j'ai une technique, elle fonctionne, merci de m'avoir accompagné. Et pour ça, j'ai envie de dire super. Sur Internet, on le sait, on trouve des qualités de formateurs qui parfois sont excellentes, parfois sont médiocres, parfois bien, sont inutiles. Et donc, moi, j'ai tendance à dire, tant que ça a aidé les personnes à passer à l'action à un minimum, même si ce n'est pas optimisé, bravo, ça les a aidés à passer à l'action. Super. En revanche, quand c'est un caractère qui met en danger les investisseurs, de manière illégale qui plus est, alors là, je suis complètement contre. Mais pour rejoindre ce que tu disais, il y a deux types de formateurs. Il y a des formateurs qui sont des escrocs. Ils savent que ça va mettre en danger des personnes et ce qui les intéresse, eh bien, c'est de vendre des accompagnements à 10, 15, 40 000 euros. J'en ai vu, j'en ai entendu, qui m'ont répété cela. Et puis j'ai vu des offres aussi, des mails de clients qui me montraient ça de leur propre Ouais. boîte de réception. Ouais, et puis des offres à ce prix-là, mais en plus, où le but principal est justement de leur apprendre à faire tous ces fameux pré-croisés dont on parle depuis le début de cette vidéo, quoi. C'est quand même un truc de fou, quoi. Concrètement, ils n'ont pas besoin de prendre ces accompagnements-là. S'ils ont regardé la vidéo, dans les grandes lignes, ils savent. Voilà. Okay. Mais en fait, il y a deux choses. Donc, il y a les escrocs. Et donc, eux, je me fais une joie de les signaler systématiquement aux ACPR ou aux banques. Donc, elles ont déjà un dossier, il y a déjà des enquêtes qui sont en cours. Et ça me fait très plaisir que ces personnes-là ne puissent plus communiquer ou pas communiquer ou à terme soient condamnées. Parce que pour moi, il y a une vraie intention malsaine par rapport aux personnes qui investissent sur le marché. Et il y en a déjà qui se sont fait condamner pour mon plus grand plaisir. Ensuite, il y a les formateurs qui, eux, ne sont pas escrocs, mais sont incompétents. Je le regrette parce qu'ils mettent en danger, mais à la rigueur, j'ai envie de dire que c'est moins condamnable. Ce qui est condamnable, c'est qu'ils ne soient pas compétents. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et après, il y a la question des personnes qui sont au courant, donc les investisseurs, qui le font. Ouais. C'est-à-dire, et là, pour le coup, je me garde de tout jugement. Pourquoi ? Parce que autant j'ai comment dire ça ? Je ne tolère pas que des personnes qui se mettent en position de formateur, expert, mettent en danger par incompétence ou par volonté des investisseurs. Autant pour les investisseurs, à partir du moment où ils ont des informations, et c'est aussi un petit peu le but de cette vidéo-là, ils prennent leurs risques, comme quand ils vont aller investir en bourse, comme quand ils vont aller faire un braquage à une banque, comme quand ils vont kidnapper quelqu'un avec une rançon. Voilà. Il y a des choses qui sont illégales, il y a des choses qui sont légales. Là, aujourd'hui, les personnes qui regardent cette vidéo savent que c'est illégal et qu'ils sont en danger. Après, s'ils décident de le faire, moi, dans des personnes que j'ai accompagnées, il y a des personnes qui m'ont dit, voilà, je ne le savais pas, je l'ai fait, maintenant, comment je fais pour m'en sortir ? Et il y a des personnes également que j'ai rencontrées qui m'ont dit, j'assume mon risque. Voilà, je veux le faire, je connais le risque, d'accord ? Et à ce moment-là, moi, j'ai rien à dire sur ce sujet-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le but de la vidéo, c'est aussi de mettre en garde, d'alerter, de donner un petit peu les tenants et aboutissants. Maintenant, voilà, vous êtes des grandes personnes et comme tu l'as très bien dit, au même titre que quand tu achètes une action en bourse, tu acceptes que ça se pète la gueule. Quand tu achètes un bien immobilier, tu acceptes peut-être que en fait, la toiture va s'effondrer ou que ça se loue pas ou que tu sois squatté, j'en sais rien. Ok, c'est la même chose. Maintenant, puisque tu en parles, les personnes qui justement sont tombées là-dedans, par certainement méconnaissance,
et qui voudraient se sortir de cette situation. Est-ce qu'il existe des solutions? Et si oui, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Alors, c'est compliqué parce que ça va dépendre de l'engagement qu'elles ont eu dans cette démarche-là. Mais il y a une solution, c'est simplement de cleaner la situation. Alors, comment faire pour cleaner? Eh bien, on va avoir des banques, plusieurs, comme pour un prêt, et on demande un regroupement de l'ensemble des crédits. Et c'est une banque avec laquelle, évidemment, on n'a pas fait ce type d'opération-là. Donc, ce serait d'aller voir une banque, de dire, écoutez, j'ai plusieurs prêts qui sont existants, je souhaiterais regrouper mes prêts en une seule entité pour développer la relation commerciale, développer mon PNB, voilà. Et donc, c'est réunir les prêts. La nouvelle banque dans laquelle nous allons réaliser cette démarche-là, on va bien sûr lui communiquer tous les prêts que nous avons. Donc, elle va nous racheter les autres prêts. Nous avons déclaré toutes nos situations, l'actif et le passif, et de ce fait-là, eh bien, évidemment, on sera propre et donc on ne sera plus en danger. La difficulté, c'est que plus on va avoir utilisé cette technique-là, bien plus ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un encours qui est élevé. Si on a 2 millions d'euros d'encours et qu'on gagne 1 500 euros par mois, vous imaginez bien que le reste à vivre, le taux d'endettement, le patrimoine net, enfin plein de critères vont être au rouge et ça va être compliqué. Donc première chose qui va être compliquée. Deuxième chose qui va être compliquée, c'est que maintenant que les taux remontent, pour les personnes qui ont fait ces prêts, ces techniques-là récemment, la banque va se poser la question, mais pourquoi vous faites racheter ces prêts-là alors que ça va vous coûter plus cher? Oui, c'est clair. Donc là, il faudra être subtil et dire que bien aujourd'hui, voilà, au départ, vous avez été un mercenaire peut-être pour développer votre patrimoine. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous voulez recentrer, vous avez compris la dimension qu'il y a à développer une relation. Ça, c'est tout ce qu'on évoque, nous, dans notre philosophie. Et ça fonctionne très bien. Autre possibilité, eh bien, c'est de revendre les biens au fur et à mesure. Voilà, vous encaisserez une plus-value sur laquelle peut-être vous payerez une taxe et vous recommencerez du début sans prendre le risque. Mais après, c'est un choix. C'est de dormir sur ses deux oreilles ou pas. Et je vous le dis, hein, des situations, j'en ai vu, mais plein. Quand je vous dis plein, c'est des dizaines. C'est-à-dire que, imaginez que, je vais vous en donner quelques-unes, hein, un divorce, d'accord? Donc c'était là pour le coup séparation de biens, hein, donc monsieur avait emprunté seul, madame est au courant qu'il y avait eu des prêts, comment ça s'appelle, du coup à différentes banques, d'accord? Et elle l'a dénoncé aux banques. Fin de l'histoire. Voilà, par exemple. Donc ça c'est le genre de choses qui arrivent. Conflit entre associés, d'accord? Pareil, hein, dans le cadre d'une SCI, la SCI se ferme, donc fin de la relation, voilà, ça se passe en mauvais termes. Une fois que la société est fermée, un des associés savait que l'autre avait fait des prêts croisés, boum, courrier dénoncé. Pareil. Donc faites attention quand vous communiquez. Et puis je vous dis, il y en a plein. Hein. L'histoire où je vous dis qu'il y a des conseillers qui parlent entre eux, d'accord? Déjà arrivé. Il y en a d'autres aussi qui avaient fait faux usage de faux. Ils avaient fait une fausse facture. Ça arrivait à une banque. Et de là, en fait, ils ont observé les compromis de vente qui avaient été réalisés. Il y avait une grosse fraude qui intégrait des modifications de compromis, bref. Mais il y a quelque chose en fait qui a alerté. Effet domino, tout le monde est tombé. Donc des cas, il y en a plein. Donc ne croyez pas que c'est un cas isolé et posez-vous la question si vous voulez vous investir dans ce type de démarche-là, de prêt croisé, si vous êtes prêt à ne pas dormir sur vos deux oreilles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'imaginez que ça vous arrive au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans et que tout s'effondre. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait depuis 6 ans, alors que vous n'arrivez plus le construire année après année, hein, c'est vous repartez à zéro, voire en négatif, si vous n'arrivez pas à rembourser les dettes. Voilà, donc c'est juste la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je veux développer mon patrimoine pour atteindre une forme de liberté, une forme d'indépendance et d'être tranquille toute ma vie, ou alors est-ce que je veux le faire maintenant, dans l'année, mais pendant les prochaines années, avoir une boule au ventre pour me dire surtout, je prie pour ne pas me faire rattraper par la brigade. C'est clair. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup Luc pour tous ces éléments. Je pense qu'on a fait une bonne vidéo. On a vu pas mal de choses. On a bien fait le tour de la question. Et j'espère en tout cas que les personnes qui nous regardent seront un petit peu plus alertes sur ce sujet si ce n'était pas le cas. Je trouvais ça important et c'est cool qu'on ait pris le temps de parler quand même des conséquences souvent méconnues et de toutes les techniques qui permettent aux banques en fait de détecter finalement ce type de pratique, pareil, bien souvent méconnues. Et j'aime bien ton exemple tristement réel de la mauvaise foi du mec qui dit au tribunal que la banque avait qu'à creuser davantage le sujet. Tu vois, ça explique bien aussi, ça image bien, pardon, pour moi,
des situations qu'on peut voir et malheureusement un peu trop souvent quoi, dans notre quotidien. Il y a plusieurs choses pour cette vidéo. Déjà, merci de l'avoir regardée. Inscrivez-vous, voilà, abonnez-vous, mettez-nous en commentaire. Voilà, mettez aussi en commentaire eh bien, les situations que vous avez pu rencontrer, si vous êtes déjà fait avoir ou pas par ce type de formateur ou de coach, si vous avez déjà aussi été victime finalement d'une déchéance de prêt. Et puis, eh bien, on se